Bonjour et bienvenue à tous dans ce deuxième épisode de Bip Bip, le podcast où je documente mon projet de thèse et comment je vais faire en sorte de financer ce projet de thèse grâce à mon entreprise et en quoi tout ça joue sur mon développement personnel et surtout qu'est-ce que je mets en place pour réussir tous ces beaux projets. Pour mieux comprendre ce que je viens de dire, je vous invite à écouter d'abord l'épisode 00 où j'explique mes projets et ce podcast. On va commencer pour ceux qui ne veulent pas écouter l'épisode 0 ou alors ceux qui savent déjà pourquoi ils écoutent. Je vais commencer par une nouvelle rubrique déjà dès l'épisode 2, la rubrique du podcast. Je vais parler du podcast puisqu'il a été lancé la semaine dernière. J'ai eu des retours au cours de la semaine et donc c'est pour moi le moment de vous dire quelques petits retours. Pour commencer, merci beaucoup. Merci énormément à ceux qui m'ont fait des retours. Euh, je pense à Clément, Henri, Samy qui m'ont fait des retours construits, constructifs et qui m'aident beaucoup, surtout qui me motivent. Et je dois dire que c'est déjà une réussite dans le sens où j'ai une vingtaine d'écoutes par épisode. Et je sais qu'il y a moins de 20 personnes proches qui sont intéressées, qui savent que j'ai lancé ce projet. Donc, il y a au moins une dizaine de personnes m'a découvert et a découvert mon projet. Et donc, je parle à des inconnus et j'en suis content et fier parce que ça veut dire que j'ouvre mon cercle en fait et que bah, je commence à parler à des gens qui me découvrent. Et c'est un petit peu le principe de ce podcast, donc je suis content. Enchanté à ceux que je ne connais pas dans la vie réelle. Mais voilà, c'est déjà une réussite. Et puis quand je vois la qualité des commentaires que vous m'avez donnés, bah ça donne qu'une envie, c'est de continuer. Et bah justement, c'est la première note que je voulais transmettre, c'est que quel bien ça fait de commencer un podcast lié à son travail, parce que c'est super motivant en fait. Donc là, ce que j'ai découvert, c'est que j'ai gamifié ma vie, j'ai des objectifs. En plus, j'ai pas fait exprès, mais en les notant, en fait, j'avais une dizaine d'objectifs. Donc j'ai une note sur 10 des objectifs atteints cette semaine. Et en fait, toute la semaine, ça a été qu'est-ce que je vais dire, comment je peux remplir mes objectifs. Vite, il faut que je coche ça, où j'en suis, qu'est-ce que j'en pense. Et en fait, le podcast m'offre euh, une personne sur mon épaule, bon, qui est peut-être vous, mais qui est moi, qui me dit merde, qu'est-ce que je vais raconter. Je me suis lancé sur tel objectif, il faut que je l'atteigne. Et puis si je l'atteins pas, il faut que je comprenne pourquoi. Et en fait, je me suis regardé faire toute la semaine en plus de faire, ce qui a entraîné peut-être entre autres beaucoup de fatigue, mais du coup c'est super intéressant parce qu'on se regarde faire, on se regarde atteindre les objectifs, et surtout on commence par les objectifs qu'on a fixés. Et en fait, le podcast et la dynamique dans laquelle ça m'a lancé cette semaine, c'est que je me suis rendu compte que j'avais tendance à mettre des objectifs sur des objectifs. Et là où bah, j'ai tout simplement ouvert un journal, j'ai un petit cahier dans lequel je note mes objectifs de la semaine parce que en fait, comme ça, je peux prendre des notes sur le podcast directement. Et en fait, je sais que c'était une stratégie de développement personnel qui est le journaling. Donc là, c'est plutôt tous les jours, on va dire, un objectif, qu'est-ce qu'on doit faire demain, etc. Mais moi, le faire à la semaine, je trouve ça vraiment bien parce qu'on voit son évolution. Et surtout, s'il y a d'autres objectifs qui viennent dans la semaine, avant le podcast, et bah, j'aurais changé d'objectif et puis je me serais réorganisé, etc. Mais là, les objectifs que je me suis donnés, même s'ils sont peut-être toujours pas au goût du jour et qu'il y a de nouveaux challenges qui sont arrivés cette semaine, j'ai prédéfini des objectifs le lundi. Et je dois rendre des comptes maintenant publiquement sur est-ce que j'ai fait, j'ai répondu à ces objectifs ou pas. Et du coup, ça permet de garder la tête dans le guidon et pas de toujours. En fait, je fais un point par semaine maintenant, et avant, les points étaient très ponctuels, très souvent, et des fois plusieurs par semaine. Et je pense que ça va me permettre d'être beaucoup plus focus, même si l'objectif, et d'ailleurs je l'ai vu, hein, là j'ai des objectifs cette semaine que j'ai atteints, je me dis, ah, mais finalement c'était peut-être pas ça, etc. Mais au moins, j'ai répondu à cette question, je sais que j'aurais besoin de l'approfondir plus tard ou non, et voilà, je peux passer à autre chose. Donc ce que ça me permet déjà, et ce qui est énorme, c'est de me motiver.
de rester chaque semaine sur les objectifs que j'ai fixés. Et une semaine, c'est bien parce que ça me permet de ne pas être totalement focus pendant des semaines sur un objectif qui n'a pas de sens. Voilà, si je me dis pendant une semaine, ah merde, cet objectif, finalement, je le sens pas trop, ou c'était pas le moment de le faire, et bah c'est pas grave, on va au bout, on avance sur ce point, et on changera la semaine prochaine. Donc j'adore cette dynamique. Sachez que même si vous restez à être 15-20 à m'écouter, j'ai extrêmement envie de continuer parce que j'ai réfléchi en fait si j'allais perdre du temps, de l'énergie et trop travailler à faire ce podcast. Mais en fait, c'est un moteur incroyable, que ce soit vos retours ou que ce soit moi, de me mettre la pression. Mais pour l'instant, c'est une pression positive et motivante de me dire bah, j'ai des comptes à rendre, j'ai une note sur 10 à donner parce que bah, j'ai eu 10 objectifs. Est-ce que je les ai atteints ou pas C'est une très bonne note, voilà. Je vous le dirai à un moment dans le podcast, la note que je me suis attribuée, celle-ci, mais c'est une très bonne note. Bon, j'essaie de faire monter un peu le watch time. On va essayer, même si j'ai même pas encore les données sur ça. Et donc voilà, pour continuer sur la rubrique podcast, il y a quelques choses que je voulais rajouter, quelques problématiques que j'ai eues. Sachant que c'est pas un problème parce que ce que j'aime bien, c'est qu'il y a eu des choses à faire. J'ai vendu par exemple le fait qu'il y aurait des pubs et finalement ça n'a pas pu être fait. Et il faut savoir que moi je le vis pas du tout comme des échecs, ce genre de choses, parce que c'est le genre de choses que j'aurais pu utiliser comme excuse pour commencer ce projet plus tard. C'est-à-dire, ah ouais, il faut que je teste si les pubs sont bien mises en place, s'il y a bien les chapitres, il faut que j'ai mis sur toutes les plateformes avant de faire les pubs. Et je suis content parce que je travaille ce muscle et je pense que c'est un muscle super important dans mon projet et en fait en développement personnel en général, mais encore plus quand on fait de l'entrepreneuriat et une thèse, c'est être dans l'action que dans la réflexion. Peut-être pas plus, mais en tout cas être dans l'action. Et moi j'étais énormément dans la réflexion et dans il faut prévoir telle chose, et puis je me lancerai une fois que j'aurai les chapitres, la pub, l'ADA, que je saurai exactement ce que je vais dire, etc. Donc il faut savoir que ma stratégie de building public, c'est aussi de lancer des produits qui ne sont pas parfaits à mes yeux. Et ça, c'était impensable il y a quelques années. Mais aujourd'hui, je pense que c'est nécessaire pour avancer parce que je réfléchis toujours beaucoup avant de commencer quelque chose. Mais quand je réfléchis 80% d'un projet, c'est suffisant pour le lancer. Parce que pour passer d'une perfection de 80 à 100, en fait, je vais passer à 100% en passant à l'action. Parce qu'une réflexion pour avoir un projet ficelé à 100%, je vais devoir réfléchir 6 mois de plus. Alors qu'en 2 mois de podcast et de mise en pratique, j'aurai une perfection telle que j'aurais attendu une fois que j'ai commencé le projet. Donc voilà, j'ai aucun problème à vous dire qu'il y a des choses à faire, que j'ai fait des erreurs, enfin des erreurs. J'ai en tout cas vendu des choses qui n'étaient pas disponibles slash possibles. Donc les pubs, pour faire court. Et ben, le service n'est pas encore disponible sur mon hébergeur. Donc je vais envoyer un mail pour voir quand ça viendra. Et sinon, on attendra pour les pubs. C'est pas dramatique. De toute façon, 20 écoutes, on enlève la différence entre auditeur et écoute. Donc des gens qui ont juste écouté en 2 fois et qui peut-être comptent pour deux, j'en suis pas sûr. Ceux qui écoutent jusqu'au bout, ceux qui... Enfin voilà, moi, vous êtes très sympa. Et il y a 2 ou 3 personnes qui m'ont dit qu'ils étaient prêtes à écouter la pub. Je vous remercie. Mais pour l'instant, c'est pas très important. Et en tout cas, c'est pas le seul argument qui me ferait changer d'hébergeur, parce qu'il faudrait tout réupload sur un autre hébergeur, un autre site qui permet de diffuser. Et c'est embêtant, sachant que l'hébergeur sur lequel je suis permet d'avoir une offre student. Et donc, je passe de 12 euros par mois à 4 euros par mois. Donc, ça m'arrange et on va plutôt laisser le service mettre en place les pubs et je le mettrai quand ce sera disponible. Par rapport au chapitrage, l'hébergeur que j'ai, donc le chapitrage, c'est quelque chose qui vous permet de sélectionner sur la timeline du podcast le chapitre, la section qui vous plaît. Donc normalement, si c'est mis en place, il y a style intro, là je suis en train de parler du podcast, ensuite je vais parler de la thèse, et vous pourriez cliquer sur la timeline pour sauter les chapitres et écouter ce que vous vouliez. En tout cas, c'est ce que je sais qui existe, et c'est ce que l'hébergeur permet de faire normalement. J'ai mis les chapitres sur les épisodes qui sont sortis, mais moi je les vois pas disponibles sur Spotify, donc là bah,
Je vais faire mon client normal, c'est-à-dire que je vais envoyer un ticket et puis je vais voir pourquoi, essayer de comprendre. Et donc, je vais essayer de mettre ça en place, en tout cas d'avoir une réponse pour la semaine prochaine. On va dire que c'est un petit objectif, mais je le compte à moitié, je sais que je vais le faire, et puis ça va me prendre un mail, donc voilà. Mais si on veut jouer sur les mots, premier objectif, chapitre, mettre en place les chapitres. Mais en fait, mon objectif en général, c'est d'avancer sur le podcast, et du coup, c'est d'ajouter également la disponibilité sur Apple Podcast et Google Podcast. Ça, je vais le faire demain. Donc, j'enregistre pour une fois dimanche parce que j'avais hâte d'enregistrer et j'avais du temps. Et ça fait partie du côté positif du podcast, c'est que j'ai quelque chose à faire, je le fais. Je suis moins dans l'optique de me dire c'est dimanche, je dois me reposer. Là, j'ai envie de le faire, je le fais. J'ai rempli mes objectifs. Oups, petit indice, mais donc je suis très content de le partager et voilà, on enregistre. Donc demain lundi, jour de réseau, donc jour de podcast également. Je vais m'occuper de le mettre sur les nouvelles plateformes parce que je sais qu'il y en a qui préfèrent écouter sur d'autres services, d'autres plateformes, et je vais le mettre en place. Ensuite, je voulais vous dire que l'organisation des saisons ne sera pas par année. Euh, en fait, pourquoi j'ai commencé le podcast entre autres, c'est parce que ma galère avec la thèse, entre potes et avec ma famille, on s'est dit, c'est quasiment une série ma vie en fait depuis ces 2 dernières années. J'ai passé énormément de détails, mais quand on est dedans avec un temps, un 100% réel, c'était long, il y a eu beaucoup de revirements de situation et des événements qui ressemblaient à des débuts de série, des fins de série, des cliffhangers. Donc j'aimerais suivre ça et juste vous dire, donc c'est très minime, mais que la série de ce podcast, série 1, série 2, série 3, ne sera pas première année, deuxième année. Mais j'essaierai de faire en fonction de gros événements. Donc je sais pas, j'imagine minimum 10 épisodes pour une saison. Et puis à partir de 10, dès qu'il y a un événement qui peut ressembler à un cliffhanger, etc., on dirait que c'est la saison 2. Et puis si c'est entre deux vacances, parce que généralement je mets mes vacances dans des moments où j'ai besoin de repos, parce qu'il y a il y a un nouvel arc de ma vie qui arrive, et ce sera une vraie saison en fonction des vacances. Mais voilà, c'est minime, je pense que vous en avez pas grand chose à faire, mais je voulais vous dire, les saisons viendront selon les événements de ma vie. Si ma vie est monotone, il n'y aura qu'une longue saison, globalement. Voilà pour le podcast. Et oui, dernière chose, ça m'a pris beaucoup de temps cette semaine, ce qui a engendré des difficultés à la réalisation de mes objectifs, mais j'ai su me rattraper. Mais voilà, normalement, ça devrait prendre moins de temps que ça. Là, ça a été compliqué parce que il y a eu la création du podcast, l'affiche, enfin, je veux dire la miniature, donc la photo, des allers-retours pour voir avec mes proches ce qu'ils en pensent, la DA, les descriptions, l'enregistrement de 2 épisodes, le montage de 2 épisodes, les publications des deux, enfin bref. Ça faisait beaucoup pour un lundi. J'ai fait un lundi 8h, 21h30. Et j'aurais pas dû, parce que ça m'a exténué toute la semaine, je pense. Et en plus, j'ai finalement dû continuer les autres jours, sachant que normalement, le lundi, c'est les réseaux et le podcast. Comme ça, les autres jours de la semaine, c'est l'entreprise et la thèse. Donc voilà, ça m'a pris beaucoup de temps. Je pense que ça a été un point général qui va suivre sur les conséquences sur ma thèse, mon entreprise et mon développement personnel, que je vais partager maintenant. En commençant par la thèse. Alors, la thèse. J'avais 2 objectifs qui sont tous les deux réalisés, qui étaient de trouver un journal pour l'article qui a été refusé 4 fois et soumettre. Donc, je n'ai pas soumis dans un nouveau journal, mais pour moi, l'objectif est réalisé dans le sens où je suis allé voir les critiques de l'article et j'ai vu une personne en fait qui m'a conseillé, une personne qui fait partie d'un journal qui m'a conseillé d'autres journaux. Alors,
j'ai fait le point sur ça, j'ai envoyé le mail avec les personnes qui travaillent avec moi, et maintenant on sait, on a 2 ou 3 journaux potentiels auxquels soumettre. Donc j'ai assez avancé sur cette question et je pouvais pas plus avancer parce que échange de mails, retour, etc. Donc objectif validé parce que je sais où je veux aller. On a 2 ou 3 journaux en tête. Le but c'est d'avoir une discussion avec ma directrice de thèse et mon encadrante sur ce sujet pour valider et l'envoyer. Donc on va dire soumission la semaine prochaine, logiquement. Donc valider, si vous voulez valider à moitié, mais valider à la hauteur de ce que je pouvais espérer en une semaine. Mais du coup, ça avance bien. Et puis, je me suis réécouté, j'ai réécouté l'épisode 1, et il me semble que je dis, je me donne 2 semaines pour faire ça. Donc semaine 1, sélection du journal, semaine 2, soumission. Voilà, compte à rendre au prochain épisode, mais pour l'instant, ça va. Et ça a soulevé quelque chose dans le monde de la recherche qui serait intéressant à partager. En fait, la personne qui m'a dit ton article pourrait correspondre à tel journal et tel journal, en fait, il fait partie euh, d'une instance qui gère des journaux. Donc en fait, il y a comme si c'était des grandes maisons d'édition qui avaient des journaux. Donc en fait, il y a par exemple Springer, là en l'occurrence, Springer qui est une espèce de grosse institution américaine qui a énormément de journaux. Donc ça va avoir un journal en psychologie du développement, en psychologie du travail, mais également en ingénierie, en biologie. Et en fait, c'est eux qui détiennent tous ces journaux, qui ensuite ont des rédacteurs en chef, des reviewers, etc., comme je l'ai expliqué au dernier épisode. Et donc, il y a des grosses maisons d'édition. Et en fait, les maisons d'édition, une fois, moi j'ai demandé dans un journal, donc parmi une centaine de cette maison d'édition, et le journal m'a refusé, mais il y a une personne en charge dans l'institution du dessus qui, évidemment, me dit ah, mais il y a ce journal-là qui pourrait être intéressant, ce journal-là qui pourrait être intéressant, etc., qui sont chez Springer, en l'occurrence, donc dans la grosse institution qui gère les autres. Parce que, bah, pour publier un journal, on paye, donc oui, nous sommes les seuls producteurs de quelque chose dans ce monde qui devons payer pour vendre notre produit. Bref, j'avais hésité à faire un podcast entier sur ça, mais globalement, euh, on est payé par l'État en tant que chercheur pour donner de l'argent à une institution américaine pour qu'il publie ce qu'on a fait avec l'argent de l'État. Et quand ils vont le publier, il y a une chance sur 2 pour que d'autres chercheurs doivent payer cette institution pour lire mon article. Voilà, je ne sais pas si c'est clair, mais globalement, je cultive des patates et je vais donner de l'argent à Carrefour pour qu'ils puissent vendre mes patates. Et les clients achètent les patates aussi, mais Carrefour ne me reverse pas d'argent. C'est ça qui se passe dans la recherche. Donc bref, c'est un autre sujet, mais c'est quand même quelque chose à dire. Et donc forcément, l'institution, qui a plusieurs journaux, et bah, se dit, bah là, ce journal-là, on t'a refusé, mais t'inquiète, tu pourrais être placé dans celui-là, celui-là, celui-là. Et en fait, ça ouvre le champ à quelque chose dans la recherche qui commence à être mis en avant, c'est les revues prédatrices. Les revues prédatrices, ce sont donc revues ou journaux, c'est pareil. Il y a des journaux qui s'appellent revues de je sais pas quoi parce qu'ils revoient la littérature sur un sujet. Mais quand je dis revue ou journal, j'entends la même chose en tout cas. Je vais essayer de me tenir à journaux pour que ce soit compréhensible. Il y a des journaux qui acceptent beaucoup plus facilement les articles parce que eh ben, on paye pour être accepté. Donc eux se font de l'argent. Et en plus, les scientifiques, bah, ils sont contents puisqu'ils ont des articles scientifiques en plus. Ils peuvent le mettre en avant, monter en grade et dire voilà, j'ai X publications. Et en fait, le nombre de publications est très très mis en avant dans la recherche. Donc, cette personne est un chasseur de tête ou un prédateur, on va dire. Moi, je pense pas que ce soit un problème parce que des revues prédatrices, il y en a pas énormément, mais il faut les connaître. Moi, je les connais pas, mais justement, j'ai ma directrice de thèse qui m'a envoyé un lien, un référencement avec les revues prédatrices. Donc, j'irai vérifier quelles revues ou journaux suggérés par le chasseur de tête est une revue prédatrice ou non.
Et voilà, il y a des intérêts financiers à garder dans les grandes maisons d'édition les auteurs. Et donc, moi, je pars du principe que ça permet quand même de mâcher le travail, parce que le chasseur de tête, il a tout intérêt à vraiment lire mon article pour vraiment savoir si c'est accepté ou pas, parce que toutes les revues ne sont pas prédatrices, et au-delà d'une prédation et de recherche monétaire, parce que le journal va accepter facilement, et ben c'est aussi tout dans son intérêt de m'orienter vers des journaux qui sont peut-être plus adaptés à mon article et qui ne sont pas prédateurs. Donc qui vont vraiment relire mon article et qui, ça aura vraiment du poids. Mais lui a tout à gagner parce que je vais pas payer dans son journal. Enfin, je vais pas payer pour le premier journal, mais je vais payer pour un deuxième journal. Et lui travaille pour l'institution plus haute, la maison d'édition. Et donc voilà, ils essayent de garder les chercheurs dans leur camp. Et donc ça m'a un petit peu mâché le travail, bien que du coup il faut faire attention à la stratégie et savoir si vraiment ces conseils sont les bons. Donc il faut regarder si les journaux sont prédateurs ou pas, et ensuite décider et soumettre. Mais ce qui est bien, c'est qu'il facilite, en fait, vu que c'est la même maison d'édition, des fois c'est les mêmes attentes en termes de forme, et du coup ils te permettent même de dire, bah dis-moi juste quel journal tu veux, moi je passe les PDF et les Word sur le nouveau journal, t'as quasiment rien à faire et tu soumettras. Donc moi j'estime que c'est un service qui peut être bien, mais il faut y faire attention et voilà, je voulais partager ça. Voilà pour le premier article. Pour le second article, donc celui où je reprends la thèse d'une personne et où je m'étais embrouillé avec ce que je pensais faire, mais finalement je pense faire autre chose. Voilà, pour vous remettre un petit peu ça en tête. Je voulais m'intéresser à des analyses pour mieux comprendre ces analyses que j'utilise dans l'article et avancer parce que j'avais eu des résultats qui étaient un peu inattendus et puis c'était assez compliqué de réécrire une belle histoire, donc je voulais mieux maîtriser le logiciel Amos, donc logiciel statistique, et des statistiques précises. Alors ce que je vous avais partagé, c'était que je voulais m'intéresser aux analyses factorielles. J'ai remarqué que je confondais, euh, donc à moitié à raison, mais que je confondais les analyses factorielles et les équations en modèle structurel. Alors pour ceux qui comprennent rien, c'est pas grave. Alors faut savoir que je sais pas encore qui est ma cible, donc je sais pas si je parle à des thésards. Il y a des fois où je vais vulgariser, ils vont dire que c'est trop ou mal vulgarisé, ils vont rien comprendre. Enfin ils vont dire que j'explique mal surtout. Et si je parle à des non-thésards, ils risquent de rien comprendre si je vulgarise pas. Donc on va partir sur une vulgarisation, parce que vaut mieux que les thésards s'embêtent plutôt que les gens ne comprennent pas. Au moins tout le monde comprendra si j'explique, mais je pourrais me faire taper dessus. Mais voilà, je me suis trompé de statistiques, même si en fait l'une inclut l'autre. En fait, quand on parle de ce que je vous ai dit la semaine dernière, c'est inclus dans ce que j'ai voulu apprendre réellement et ce que je veux vous faire part aujourd'hui. Donc, eh ben, objectif réalisé. J'ai beaucoup mieux compris les analyses. Alors, faut savoir que cocher une case, j'ai compris les analyses, c'est très compliqué parce que jusqu'où on les a compris. Enfin, on peut aller sur le détail de la formule des articles de base qui l'ont dit et j'ai pas du tout les bonnes bases mathématiques pour aller sur ce niveau de grain et je dirais même que c'est inutile pour moi. Et donc moi je suis allé au niveau d'avant, c'est-à-dire j'essaie de comprendre les formules et surtout qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça me permet de faire et dans quelles conditions ces analyses ont du sens et qu'est-ce que ça me permet de dire parce que ça c'était assez flou. Et donc je suis allé regarder tous les indices pour voir à quel point un modèle colle à nos données. Pour les thésards ou ceux qui s'intéressent aux stats, je suis allé voir tous les critères, style RMSEA, CMIN, BIC, AIC, CIF, TLI, voilà, tous les petits trucs, tous les petits indices dans les modèles en équations structurelles qu'on trouve dans les articles. Et bah, je me suis dit, mais je sais pas trop ce que ça veut dire. Je connais les seuils. Je sais que si on a truc-muche plus de 0,9, c'est très bien, etc. Ça, je les connais, mais il y a un moment où il faut savoir ce que ça veut dire. Parce que quand nos stats marchent, bah, on se dit, ok, c'est très bien. Mais quand elles marchent pas, il faut savoir pourquoi. Et là, il faut comprendre. Et donc, j'ai compris. Pareil, je sais pas si je vais vous expliquer ça, parce que sincèrement,
est-ce que c'est intéressant, slash, est-ce que je suis capable de vulgariser à plusieurs niveaux? Je vais essayer parce que je trouve que c'est intéressant. Mais ce que j'ai compris, en gros, c'est que ça me permettait de tester la différence entre mon modèle de données et soit les données observées, soit un modèle très très nul, soit un modèle très très parfait où tout est interrelié, mais du coup ça sert pas à grand chose parce qu'on a mis des flèches partout et ça explique très bien les données. Mais voilà. Et du coup, chacun de ces, on va dire globalement, chacun de ces indices permettent de comparer ce que moi je propose comme modèle aux données réelles, aux données parfaites mais complexes et aux données où rien n'est lié, le modèle nul qu'on appelle ou indépendant. Donc ça, c'était le premier niveau de vulgarisation. Deuxième niveau de vulgarisation, on va dire que moi, ce que je fais dans mes articles et dans cet article, c'est que je vais poser plusieurs questions qui sont plusieurs variables. Et ensuite, je juge que les variables sont reliées. Donc que, par exemple, la motivation amène à une meilleure note à l'école. Et je peux mettre en jeu aussi le travail. Donc, on va dire, je vais mettre une boîte motivation qui est liée à une boîte travail, et ces deux boîtes correspondent à la note finale à l'école. Et donc, pour valider la relation entre la motivation, le travail et la note, je vais poser plusieurs questions pour voir la motivation des élèves. Je vais poser plusieurs questions pour voir à quel point ils travaillent, et je vais demander le score final. Et du coup, j'ai beaucoup de questions qui me permettent d'avoir des scores et voir comment ces scores et ces données s'organisent et voir si mon modèle correspond à ça. Alors globalement, si je vous demande votre score, il y a une variable, donc sur 20, il y a de 0 à 20, on enlève les virgules, ça va être plus simple. Et donc on va dire, si je demande à une classe les notes, ça va de 0 à 20. On peut placer, imaginons, sur une règle. Moi j'ai eu 0, bah, je fais un trait à 0, l'autre a eu 10, je fais un point à 10, etc. Donc les données s'organisent sur une droite. Maintenant, si je demande deux notes, eh ben, je peux placer le point en abscisse et en ordonnée sur la note, la première note, qui est de 0 à 20. Donc moi, imaginons, j'ai eu 1 à la première note et j'ai eu 4 à la deuxième. Et ben, je vais mettre 1 sur l'axe des abscisses, 4 sur l'axe des ordonnées, et je vais avoir un point sur un plan. Ça, normalement, on l'a tous vu en maths. On rajoute une troisième note, une troisième variable, et ben je vais placer un point. D'abord, je regarde l'axe des abscisses, des ordonnées, et ensuite sur l'axe Z. Et on peut imaginer un espace tridimensionnel sur lequel chacun a un point précis qui est le croisement entre ces trois mêmes notes, entre les trois notes qu'il a eues. J'ai très peur de vous perdre, mais c'est pas grave. On va continuer. Et donc, imaginez que je demande 4 notes, 5 notes, 6 notes, 7 notes. Et bah, il y a un espace X dimensionnel dans lequel chacun a un point précis. Parce que une note te permet de te placer sur un axe, une deuxième sur un autre, une troisième sur un autre, etc. Et du coup, déjà, c'est un truc qui me fascine en sciences, en psycho et en psychométrie, c'est que les modèles statistiques travaillent avec des univers multidimensionnels où on peut imaginer que chacun a un point sur un graphique à 4 dimensions. Ce qui n'est pas possible, mais ce qui est mathématiquement pas compliqué à faire du coup, parce qu'il s'en fiche en fait de à quel point tu peux le voir et le toucher. Mais en tout cas, si je te demande tes 4 dernières notes en histoire, eh bah, je peux te dire, je peux te placer sur un plan à 3, 4, 5, 6, 7 dimensions. Bref, je vulgarise, je vulgarise énormément et évidemment, c'est plus complexe que ça. Mais globalement, du coup, moi, quand je fais un modèle, avec plusieurs questions qui me permettent de mesurer la motivation, puis plusieurs questions qui me permettent de mesurer le travail, et bah en fait, je vais vous demander de placer un point grâce à toutes vos réponses dans un univers multidimensionnel. Et du coup, ça fait un nuage de points. Donc chacun a son point à un espace plus ou moins éloigné. Et ça fait ce qu'on appelle un nuage de points. Et ça, c'est le nuage de points qui est observé. Donc quand je fais passer le questionnaire, chacun répond. Voilà, première question 7, deuxième question 8, etc. Boum, 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 je me place sur l'univers. J'ai un nuage de points. Et ensuite, moi, le logiciel me permet de dire, eh ben, pour moi, pour expliquer au mieux, et c'est-à-dire répliquer au mieux ce nuage de points, je pense que cette question permet la motivation, qui est reliée à ça, qui est reliée à ça, et ça permet de faire
des calculs prédictifs où le logiciel va me donner et calculer à quoi ressembleraient les données si mon modèle était vrai. Et du coup, ce que j'ai compris, c'est que tous les indices que j'ai regardés, comparent d'une manière ou d'une autre euh, les données fausses ou que je devrais prédire avec mon modèle, à quel point sont proches des modèles des données observées. Ensuite, un modèle où tout est relié, ça donnerait quoi le nuage de Gouin, il ressemblerait quoi et à quel point il serait loin de ce que moi j'ai fait, etc. Donc ça compare plusieurs modèles hypothétiques pour expliquer les données. Donc c'est toujours, on a des données, quel modèle et relation entre les variables et les questions peut répliquer de manière la plus fidèle les données qu'on a observées. Voilà. J'ai expliqué les équations en modèle structurel. J'enlèverai peut-être cette partie. Désolé pour ceux qui n'aiment pas les maths. Je voulais me prêter à cet exercice. Et en plus, j'ai envie de donner du contenu quand même dans ce podcast. Et si je peux pas parler de mes hypothèses, je peux au moins parler de ce que j'ai compris. Donc voilà. Merci d'avoir skippé si vous êtes ennuyé. On va passer à autre chose. Je voulais faire des recommandations sur ce point. Quantitude Podcast, qui est un podcast de gros geeks de sciences et de stats comme moi, qui en plus sont marrants et qui discutent entre eux, donc c'est en anglais, et qui parlent de sujets statistiques, donc intéressants. Moi, j'ai eu des déplacements cette semaine et j'ai pu avancer sur ce point pendant mes déplacements en écoutant ce podcast. C'était très cool. Et ensuite, je voulais partager un tips qui m'a largement aidé à comprendre tout ça. C'est le site Udify, Uedufy, et surtout ChatGPT, que je remercie indéfiniment. Et en fait, je voulais vous transmettre le fait que se baser sur un site pour avoir une base de questions et ensuite poser ces questions à ChatGPT, c'est super fort. Parce que du coup, moi, je suis parti de bouquins de bibliothèque et de ce site-là, Udify. Et ensuite, pour avoir une compréhension minime, et ensuite, dès que j'ai un doute, je dis, mais attends, bonjour ChatGPT, je suis en train d'apprendre ça, mais il y a quelque chose que je comprends pas. Est-ce que si je te dis cette phrase, ça a du sens dans ce qu'est vraiment cet indice-là? Et il me dit oui, non, pourquoi, etc. Et en fait, on peut vraiment s'en servir comme un prof et dire, mais attends, moi, dans mon cas, je suis en train d'étudier la confiance et je cherche ça. Ça reviendrait à quoi d'avoir un indice très haut ou très bas? Et en fait, ChatGPT peut permettre de suivre la logique d'un site ou d'un livre pour l'appliquer à soi-même. Et du coup, ChatGPT plus une source fiable, on va dire, à côté, c'est très très puissant pour apprendre. Donc je vous le recommande. Voilà pour la thèse. Maintenant, pour l'entreprise. Non, avant de passer à l'entreprise, du coup, je vais passer à mes objectifs de la thèse de la semaine prochaine. Euh, j'ai commencé en fait un tableau de ces indices, donc des équations en modèle structurel. Et mon but, c'est de le terminé parce que là j'ai fait assez pour comprendre, voir ce que ça me permettait de faire, mais en fait j'ai envie d'avoir un tableau Excel avec tous les indices, expliquer ce que ça fait, les seuils de significativité pour avoir un outil qui me permet de relire mes analyses plus vite. Donc je veux finir ce tableau. C'est pas si simple parce que les infos sont pas tout le temps au même endroit et du coup il faut que je sois sûr d'avoir compris. Il y a une quinzaine d'indices. Donc ça reste un travail que je vais garder et qui sera super intéressant parce que la prochaine fois que je ferai ces analyses, au moins pour interpréter, ce sera beaucoup plus simple. Ensuite, évidemment, objectif, c'est de soumettre l'article qui a été refusé plusieurs fois. Et pour l'article que je reprends de la thèse, mon but, c'est de relire de A à Z, avoir un rendez-vous avec ma directrice de thèse pour mieux comprendre ce qui se passe dans cet article et reprendre l'écriture et avancer sur l'écriture. On va donner un objectif réalisable. Ça va être compliqué parce qu'il me faut vraiment que j'ai un rendez-vous. Mais relire de A à Z et aller faire une première ébauche de la discussion. En tout cas, voir où la discussion pourrait mener. Un plan détaillé minimum de la discussion. Donc discussion, c'est la dernière partie d'un article. C'est là où on résume tous les résultats, où on fait un pas de côté pour dire maintenant qu'est-ce que notre étude a montré et qu'est-ce que ça veut dire dans le champ de littérature dans lequel on est.
et on met des phrases de conclusion éthiques et les limites. Et on invite à des futures études et voir comment ça peut être utilisé pour continuer dans le champ de ce qu'on a commencé à faire. Voilà. Maintenant, j'ai fini la thèse, on va passer à l'entreprise. Pour l'entreprise, c'était une très bonne semaine. J'avais pour objectif de définir une offre claire, de définir un objectif à l'année, de faire un plan de formation et de comprendre ce qu'est la stratégie Mofu, Bofu, Tofu. Alors, avant de commencer tout ça, il y a un truc qui s'est passé cette semaine qui est super intéressant, important et que j'aimerais vous partager. C'est que j'ai eu un rendez-vous pro à Paris qui s'est très bien passé. Et en fait, pour vous raconter l'histoire, ça vient d'un post LinkedIn de quelqu'un, d'une dame. Je dis pas son nom, je sais pas si elle serait pour ou contre. Je lui ai pas demandé si j'avais le droit, mais du coup, comme je l'ai dit, je vais rien dire à propos de son nom. Mais ça s'est très bien passé. De toute façon, je pourrais dire en face ce résumé. En fait, je l'ai contacté sur LinkedIn. En fait, elle a fait un post assez général sur ce qu'elle fait, ce qu'elle propose, et elle a fini par un truc si vous êtes intéressé par mon sujet, donc l'approche patient, il me semble, écrivez-moi, on prendra un café. Et donc, moi, je lui ai envoyé un message, un commentaire, en disant, en répondant globalement à son message et en disant, j'aime les cafés, on peut se voir. Et du coup, c'est juste parti de là. Ensuite, on s'est parlé en DM sur LinkedIn, et puis on a trouvé un moment où on était tous les deux sur Paris, et on s'est vus. C'était super intéressant. Je suis très content d'avoir passé ce cap de savoir commenter et euh, pousser les choses pour se voir et ne pas avoir peur de faire du réseau en fait parce que c'est du réseau même si ça peut paraître comme un gros mot pour certains, c'est du réseau et pour moi c'est pas négatif. On a des intérêts professionnels conjoints. On ne sait pas si on fera quelque chose ou pas, mais ce sera intéressant de se voir. Et donc on s'est vu, on a discuté pendant bien 1 heure et demie. C'était super intéressant. Je me rends compte a posteriori qu'en fait on a parlé de on allait sur qu'est-ce que la vérité, les sciences dures et les sciences molles, la religion, etc. Donc je pense que pour un premier rendez-vous professionnel, c'est quand même un rendez-vous où il y a eu une facilité de discussion. Il y a eu des suggestions de partenariat, d'entraide, moi par rapport à mes formations, d'associations, et du coup, il y a du beau qui peut se faire. Rien de concret évidemment, parce que c'était une première prise de contact. Mais voilà, je voulais transmettre que d'un post LinkedIn et d'un commentaire, là on est sur une semi-proposition, en tout cas une ouverture à un potentiel partenariat. N'hésitez pas à le faire parce que c'est que positif en fait. Au pire, je serais reparti avec une bonne discussion et puis quelqu'un dans mon réseau que je vois vraiment physiquement et j'ai quand même appris des choses sur le milieu. Et au mieux, on avance vraiment significativement professionnellement. Donc ça, c'était super intéressant. On a fait une photo à la fin de ce rendez-vous. Et je voulais dire à ceux qui m'écoutent dans le podcast, parce que j'estime que du coup on est un peu plus intime que ceux qui me lisent sur LinkedIn, je vais poster une photo donc de elle et moi et avec un texte, je sais pas encore quoi, je vais le faire demain. Mais il faut savoir que je me déteste sur la photo. Je me trouve vraiment pas beau et gros. Et du coup, il faut vraiment que j'apprenne à poser en fait, parce que des photos, je risque d'en faire un peu plus. Et poser comme ça au dernier moment et puis poster sur LinkedIn, faut peut-être que j'apprenne à poser, en tout cas à être un peu plus photogénique, parce que là, voilà, j'ai fait l'erreur de baisser la tête et de la reculer un peu, donc j'ai à peu près 12 doubles mentons. Mais c'est pas grave, je vais la poster parce que il faut quand même que j'enlève un peu cette crainte de montrer ma tête sur les réseaux, qui est encore le cas. Et je voulais vous demander, pour rigoler et pour me soutenir, ceux qui sont investis sur LinkedIn,
le jour où vous voyez cette photo, qui va arriver dans la semaine, faites une réaction au post et j'aimerais que vous fassiez la réaction soutenir. Donc il y a des emojis, on peut avoir plusieurs emojis quand on réagit sur LinkedIn. Et un emoji soutenir, c'est une main tendue avec un cœur dessus. Et j'aimerais bien que vous me donniez votre soutien et ça voudrait dire j'ai écouté le podcast et même si la photo te met pas en valeur, je te soutiens car tu avances sur enterrer la perfection de ton image sur les réseaux. Voilà, ça me ferait marrer, même s'il y a juste un emoji soutien, je saurais que vous avez écouté ce passage et qu'on on se sait, on se suit, on se sait. Voilà, ça c'était pour le rendez-vous professionnel. Donc, ça m'a fait aller à Paris, ça m'a fait travailler dans des conditions à droite à gauche, ça m'a fatigué, mais c'était très positif. Donc ça a été compliqué du coup pour suivre les objectifs. Ensuite, pour les objectifs clairs, les offres claires que j'avais décidé de faire, en fait, c'est lié aussi à la décision que j'avais pas très bien expliquée dans les épisodes précédents, mais ma décision entre travailler sur la confiance et faire des formations sur la confiance directement, mon sujet de thèse, donc la confiance entre les professionnels de santé et les patients, l'observance thérapeutique, donc à quel point les personnes appliquent les recommandations des professionnels et il y a une alliance entre les deux pour aller vers une meilleure santé du patient, ou aller vers un sujet qui est un petit peu décalé, sur lequel je travaille déjà, mais qui est moins mon expertise, mais qui permettait d'être remboursé, euh, la mesure de l'expérience patient. Et donc j'ai décidé finalement d'être logique et de vendre le sujet de ma thèse, c'est-à-dire la confiance entre les professionnels de santé et les patients, pour plusieurs raisons. D'une, pour être logique vis-à-vis de moi déjà et surtout vis-à-vis des autres, parce que c'est beaucoup plus simple à vendre de dire je fais ma thèse sur ce sujet, donc je vends sur ce sujet, plutôt que de vendre quelque chose, oui mais ce sujet j'ai travaillé dessus, je suis compétent, enfin c'est compliqué. En plus, mon marketing est beaucoup plus simple parce que le sujet vraiment de la confiance, il est pas très répandu, il n'y a pas vraiment de formation pile poil sur ça, ce qui fait que j'ai une ouverture sur le marché. Et en plus, j'ai quand même eu confirmation que mon sujet de thèse intéressait parce que mon premier post depuis toute cette démarche LinkedIn a été de présenter ma thèse et c'est sur le sujet de la confiance que j'ai beaucoup de retours. Et en fait, j'ai oublié ça et je me suis dit, ouais, mais il faudrait peut-être que je fasse un sujet qui est remboursé, c'est plus simple. Alors, plus simple, déjà, je sais pas parce qu'il y a le côté administratif. Et il y a le fait que je devais employer encore plus d'énergie à apprendre sur un sujet qui est lié à ma thèse, mais qui n'est pas exactement le cas. Mais en plus, en fait, j'ai déjà eu un retour du marché qui dit que la confiance dans le champ de la santé, c'est intéressant. Donc en fait, je sais, ça ne veut pas dire qu'ils sont prêts à acheter, mais en tout cas, c'est un sujet qui est important et qui n'existe pas beaucoup. Donc en fait, j'ai vraiment ma place sur ce sujet. Et en plus, bah, ce que j'apprends dans ma thèse, je le mets tout de suite dans mes formations, ça m'aide. C'était le principe que j'avais oublié peut-être par l'appât du gain. Et l'appât du gain, non pas parce que je cherche à être multimilliardaire tout de suite, mais parce que il faut que je finance la thèse. Donc il y a une réflexion économique qui doit se faire et que je mets au même titre que mon intérêt, que l'énergie que je dépense, etc. Mais voilà, c'est un vrai argument, quoi, la facilité de me faire de l'argent. Si un jour j'ai la chance d'être large dans ce projet, là on mettra beaucoup plus encore plus de cœur à l'ouvrage. Mais pour l'instant, il y a une grosse réflexion quand même pour se faire des sous. Mais bon, finalement, j'ai choisi le cœur, mais j'ai compris que le cœur était lié à la raison, qui est, bah, je vais former sur mon sujet de thèse. Donc l'offre. Alors, il faut savoir que j'ai rempli l'objectif de faire un plan de formation pour la formation qui était remboursée. Et après, j'ai décidé qu'en fait, je le ferais pas, mais justement, ça m'a aidé de me dire qu'est-ce que la concurrence fait, qu'est-ce que je pourrais faire. Je m'y retrouve à moitié. Les conditions pour être remboursé impliquent de faire une formation qui me convient pas vraiment. Enfin, il fallait vraiment faire l'historique du sujet, introduire, définir, et en fait, j'allais vraiment faire les trois premiers cours à l'université de n'importe quel sujet, et ça m'intéressait pas trop.
Donc voilà, j'ai quand même fait le plan, je l'ai de côté, je sais ce que je peux apporter. Et en plus, je sais, euh, bah, j'ai découvert une potentielle méthode en fait pour développer une nouvelle formation. Je suis allé voir la concurrence. J'ai trouvé une dizaine de concurrents. J'ai trouvé leur programme. J'ai pris leur programme. J'ai vu quelle était ma valeur, qu'est-ce que je pouvais ajouter de plus à tout ça. Donc moi, en fait, tout simplement, il y a des acquis en psychologie sociale qui sont pas présents et qui pourraient apporter beaucoup de corps à ce thème-là. Donc je me suis dit, ok, je vois quelle théorie pourrait être intéressante à ajouter, comment ça pourrait expliquer, comment on pourrait faire comprendre aux gens à quel point c'est important. Donc j'ai pris les concurrents, ma valeur, et j'ai tout mis dans ChatGPT. J'ai pris tous les programmes, je les ai résumés, et j'ai fait un processus itératif avec ChatGPT. Je lui ai d'abord tout expliqué, je lui ai dit voilà, j'aimerais former sur ça, je pense que ma valeur c'est ça, j'aimerais que ce soit dans ces conditions, ces conditions, ces conditions. Maintenant, je vais t'amener un programme de concurrent, et à chaque fois que je vais t'amener un programme d'un concurrent, tu vas te souvenir de ce que je t'ai dit et de ma valeur, et tu vas me dire ce que tu penses qu'on pourrait ajouter pour faire un plan détaillé. Et donc j'ai construit avec lui toute une après-midi comme ça, un plan, et basé sur la concurrence, et basé sur ma valeur ajoutée. Et de ce que j'ai vu du marketing et de ce que je commence à comprendre, en tout cas à l'étape dans laquelle je suis, ça me semble être une bonne idée en fait. De se dire, je prends la concurrence, j'ajoute mon grain de sel, et du coup ma formation est forcément meilleure que les autres par défaut, par le fonctionnement, parce que j'essaye d'inclure tout ce que les autres font, plus d'ajouter ce que les autres n'ont pas. Donc voilà, je l'ai. Je pense que ça pourrait être une prestation que je ferai après, quand j'aurai du temps de m'instruire et peut-être de faire des interviews avec des gens, etc., pour appuyer la crédibilité et surtout appuyer le, la véracité de mes propos. Parce que là où dans la confiance, je sais ce que je peux dire sur ce sujet-là, travailler en collaboration pourrait être mieux, mais je pense que c'est pas le moment. Ça me demanderait encore plus de temps, de l'énergie et potentiellement de l'investissement financier. Et du coup, vaut mieux partir sur le plus pratique pour moi, enseigner sur la confiance entre les professionnels de santé et les patients. Donc ça, c'était à la fois pour mon plan de formation et à la fois pour définir l'offre. Donc l'offre, j'ai déjà un plan en fait de formation, style atelier, 10-12 personnes, 2 jours. Je pense que je vais mettre en avant aussi une formule un jour, style en un jour je forme sur la confiance. Et pour moi, c'est mes deux offres. Et la troisième, c'est une formule conférence slash cours de 1 à 4 heures, où et ben là, c'est un peu plus théorique et du coup, plus 100, 200, 300 personnes, un cours sur la confiance. Comme ça, l'atelier 10-12 personnes, je peux le faire dans des associations ou des petits hôpitaux qui trouvent des professionnels de santé qui sont intéressés. On trouve un jour ou deux et je le fais, etc. Et la formule 1 heure à 4 heures, là, je peux aller dans les facs, dans les écoles en général de tout ce qui touche à la médecine, d'infirmier à médecin, et voilà, dans les écoles. Ce qui me permet d'avoir deux types de prestations et deux types de revenus, et ce qui me paraît pas mal. Donc à creuser, à réfléchir. J'ai des gens avec qui je peux dire ce qu'ils en pensent, mais voilà où j'en suis. Donc objectif validé. Je devais avancer sur mon objectif à l'année aussi. Objectif à l'année, j'ai fait mes calculs par rapport à ma consommation actuelle, ce que je paye pour manger, pour me loger, et ce qu'il me faudrait pour financer la thèse, et puis enlever les impôts évidemment. Et je suis revenu à 30 000. Je dois faire 30 000 € cette année. Voilà. Euh, alors, globalement, ça tient à 25. Globalement, je vais même pas mourir si je fais moins. J'ai le chômage, je peux éviter de pas financer pour la thèse et juste manger. Mais voilà, objectif 30K, 30 000 cette année. Donc ça vient d'où? Ça vient de... je coûte à peu près 1200 € à vivre
manger, sorties, même si elles sont rares, mais voilà, électricité, appart, tout ça. J'aimerais mettre de côté, potentiellement commencer à investir, avoir de la marge. Euh, du coup, je me suis dit que revenir en fait au minimum d'un doctorant légalement de 1 500 € net était pas mal. Donc j'aimerais me payer 1 500 € personnellement, ce qui est pas extrêmement large, hein. Ça me permet de mettre, si je mets 100 balles de côté, j'investis 100, et puis le reste c'est un peu pour la marge et pour vivre quoi. Donc je me serre pas la ceinture non plus. Euh, je peux faire des petites sorties à droite à gauche, mais voilà. Et donc c'est déjà ça dans les 30 000. Donc 1 500 net, donc on rajoute brut, on rajoute 21%. Et ensuite, il y a les frais de fonctionnement qui sont avec l'appui de ma directrice de thèse. En gros, à partir de 5 000, on peut faire quelque chose, 5 000 € par an, pour financer une thèse en psycho, hein. Et on commence à être large à 8 000. Donc voilà. Le minimum, c'est je me paye 1 500 par mois et j'ai 5 000 € de fonctionnement. Et ça m'a amené à style, j'ai pas les calculs en tête, mais en gros 25 000, 27 000. Et après, bah, soit on augmente les frais de fonctionnement, soit on augmente mon salaire. Et en gros, voilà, je commence à être bien à 30. Et puis, bah, évidemment, s'il y a 40, 50, tout va bien. Mais voilà, l'ordre d'idée, c'est 30 000. Les frais de fonctionnement, je voulais préciser à quoi ça sert. Et bah, ça sert à payer les journaux pour qu'ils publient mes articles. Euh, déjà. Ensuite, eh ben, il y a les frais de fonctionnement classiques, imprimer, se déplacer, payer des logiciels, etc. Payer un traducteur pour traduire un article qu'on aurait fait en français et qu'on veut en anglais. Donc ça, c'est pas énormément d'argent, mais voilà, il y a ça dedans. Et enfin, des potentiels déplacements et des participations slash inscriptions à des congrès scientifiques, parce qu'un thésard se doit de faire plusieurs participations à des congrès nationaux et internationaux au cours de sa thèse. Et du coup, quand c'est à toi de payer ta thèse, de financer ta thèse, et ben c'est à toi de payer ça. Donc si un jour je dois aller à Chicago pour une réunion des spécialistes de la confiance, c'est moi qui paye le billet d'avion. Donc c'est pas prévu cette année. Mais globalement, voilà, on se dit que l'ordre d'idée c'est 5 000 € par mois net pour financer sa thèse de manière minimum en psycho, hein, parce que enfin, c'est vraiment pas cher par rapport à n'importe quelle discipline. J'avais parlé à un archéologue qui voulait faire sa thèse. Bah lui, c'est impossible d'autofinancer, ou alors on a lancé une auto-entreprise depuis beaucoup plus longtemps, parce que là, il faut louer la pelleteuse pour aller creuser, toutes les machines pour aller tester, une équipe, enfin voilà, ça n'a rien à voir. Moi, globalement, c'est les frais de publication, les frais de fonctionnement bureautique, plus ou moins, et du déplacement et participation à des congrès. C'est globalement ce que coûte une thèse en psycho. Des livres aussi, hein. Et les livres, c'est pas ridicule. Enfin, je veux dire, c'est vraiment à compter, c'est significatif le prix des livres, parce que les manuels et les livres qui recensent l'intégralité des articles de ces 10 dernières années sur le sujet, c'est plusieurs centaines d'euros. Donc, bon, généralement, on fait en sorte de les trouver d'une autre manière. Mais des fois, il faut acheter des livres et ça coûte de l'argent. Donc voilà, ce qu'il y a dans ce financement. Objectif année 30 000. J'avoue que j'ai un peu le vertige de le dire. Mais voilà, il faut le faire, j'ai pas le choix. Donc, road to 30K, comme on dit. Et on va avancer comme ça. Ensuite, dernier point pour l'entreprise. Mofu, Bofu, Tofu. Alors, je trouve que j'ai très mal expliqué au dernier épisode qu'est-ce que c'était, d'où ça vient, pourquoi je veux faire ça. Alors, c'est une stratégie marketing de publication qui veut dire top of the funnel, middle of the funnel et bottom of the funnel. Le funnel, c'est un tunnel, en fait, c'est un entonnoir de vente. Entonnoir de vente, ça veut dire que on est au début à la surface, ensuite on nous mène au milieu et on vient au fond. Et en fait, la sortie de l'entonnoir qui est serré, c'est quand on achète.
Donc ça représente le nombre de gens qu'il y a au début dans un processus de vente et le nombre de gens qui achètent à la fin. Et aussi la stratégie un petit peu d'inciter petit à petit les gens à acheter. On passe sur une communication très large et on vient sur une communication très serrée et on finit par proposer est-ce que tu veux acheter ou non. Donc les diminutifs tofu, mofu, bofu, en fait c'est ofu, à chaque fois c'est OFU, donc c'est of the funnel. Donc quand on dit top of the funnel, en fait c'est top, middle et bottom. Tofu, euh, mofu et bofu. Donc en fait, il faut juste savoir, voilà, ils divisent une communication jusqu'à l'achat en trois, le top, le mid et le bottom. Donc déjà, je vous ai fait gagner quelques lettres. Au lieu de retenir tofu, mofu, bofu, on peut juste retenir TMB ou top, middle, bottom. Bref, je vais vous expliquer globalement ce que j'ai compris de ça et à quoi ça va me servir. Le tofu, donc le top of the funnel, c'est toute la communication qui est très large et donc c'est en fait s'ouvrir à des potentiels clients, mais en fait des personnes qui vous connaissent pas du tout et qui doivent comprendre qui vous êtes, ce que vous faites, etc. Moi, dans mon cas, c'est tout simplement, je pense, le podcast et le post hebdomadaire sur LinkedIn. Donc là, les gens ne me connaissent pas, ils voient que j'ai l'air sympa, enfin je l'espère, je suis divertissant, enfin je l'espère, ou intéressant, enfin je l'espère. Mais voilà, c'est léger, ça me permet de me faire connaître, de voir les thématiques sur lesquelles je travaille. Et c'est globalement tout. Donc en gros, c'est se montrer, que les gens sachent que vous êtes dans la pièce. Ensuite, middle of the funnel, MOFU. Là, on commence à prouver son expertise, à le montrer. Et donc là, je pense que moi, dans ma stratégie, ça va être d'avoir des posts peut-être un peu plus incisifs sur qu'est-ce que je sais, enfin incisif, même en fait plus intéressant. Qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que je pense, quelles sont mes hypothèses, et surtout, et ça c'est une question sur laquelle il faut que je travaille, euh, quelles sont les questions que mes clients se posent. Parce que je dois déjà donner du contenu sur un début de réponse à ces questions. Et moi j'ai une problématique, c'est que j'ai peur de croire que si j'ai pas trouvé de financement sur la confiance, et si les gens trouvent que c'est un sujet qui est intéressant mais qui donne pas d'argent, c'est que tout le monde croit que se montrer digne de confiance et inspirer confiance aux gens sont dans leur corde et ils savent le faire. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Moi, ce que je sais, c'est qu'il y a des acquis théoriques qui peuvent aider même ceux qui sont déjà bons dedans. Et je crois que j'ai un défi sur la vente de mes formations et l'angle à adopter, qui est de me dire comment on vend à quelque chose, comment on vend quelque chose à quelqu'un, pardon, quand il croit qu'il a déjà ça. Donc on connaît tous la scène mythique du loup de Wall Street, vends-moi ce stylo. Donc il faut créer le besoin, il faut qu'il y ait un besoin. Moi, si on croit que tout va bien dans ma relation de confiance ou que je suis très fort pour inspirer confiance aux gens, et ben je vais pas acheter une formation qui me l'apprend. Donc il faut que je connaisse, je crois qu'on appelle les trigger points, ce qui est important et en quoi je peux vraiment aider les gens et du coup quels sont leurs réels besoins. Ça, pour moi, j'arriverai pas à vendre tant que j'aurai pas trouvé ça. Et il faut que je trouve une méthode pour le faire. Je pense que la première méthode, c'est de être en contact avec les potentiels clients et de leur demander ou de le comprendre, mais en tout cas de chercher le contact. Soit je cherche le contact par des premières formations et je creuse et j'améliore ma stratégie de vente, soit peut-être ce que je vais faire, je vais me poser pour définir la stratégie justement et bah, demander en fait à des potentiels clients et puis essayer de voir quels sont les vrais besoins qui sont liés à mes compétences sur ce sujet et du coup savoir sur quoi je peux insister et en plus sur quoi je vais tourner mes formations. Ça se trouve, le problème c'est que vraiment il y a des médecins qui ont du mal à faire appliquer les recommandations et du coup moi je vais parler qui est mon sujet de thèse, comment faire appliquer les recommandations et derrière je mets de la confiance parce que je pense que c'est très important. Mais voilà, en fait, c'est juste parmi ce que je sais, ce que je veux faire, comment je le vends, tout simplement, sans sortir de mes compétences et sans mentir. Voilà, donc on va se donner
Ah oui, non, pardon. J'étais dans les mofu, bofu, tofu. Ça, c'était le middle. Donc le middle montrait son expertise et commençait à apporter des réponses aux questions des gens. Mais du coup, moi, il faut que je détermine les questions des gens. Donc objectif, au passage, et bah, trouver les besoins de ma cible. Et on arrive au bofu, donc le bottom du funnel. Là, il faut commencer à vendre. En tout cas, à faire du contenu qui est beaucoup plus proche d'une action d'achat. Et donc, faire des posts et directement des propositions de formation, de prestations. Voilà, des choses qui sont beaucoup plus orientées sur de la vente. Pour résumer, stratégie, se montrer au grand public, prouver son expertise et commencer à vendre. Je pense que je vais un peu tout faire en transversal, parce que du coup, j'estime que ceux qui ont commencé à me suivre déjà me connaissent. Ensuite, ils vont voir quelques posts où je prouve que je connais des trucs, et ensuite ils sont prêts à acheter, on va dire. Et du coup, en fait, je considère que en faisant ces trois types de posts LinkedIn et potentiellement stratégie sur un site et de la pub plus tard, et bah, chaque personne pourra tomber dans son moment du funnel et finir par acheter mes formations. C'est assez compliqué d'avoir ce discours en public parce que je sais que avoir une stratégie marketing, ça a l'air. Ça ressemble à de la manipulation, etc. Mais moi, je le vois vraiment comme une stratégie en fait. Je sais ce que je sais faire, je vais tout faire pour vendre des choses qualitatives. Maintenant, s'il y a une bonne méthode pour amener les gens à prendre ma formation, sachant que je sais que je vais délivrer un bon contenu, et bah autant le faire. Je suis pas spécialement à l'aise, surtout avec le beau fou du coup. Commencer à vendre, enfin, en fait, la vente et les stratégies de vente, je trouve que ça fait tout de suite arnaque dans la manière générale de penser. Et alors que non, pas du tout. Si on pense qu'on a un vrai produit, bah, on peut le proposer. Mais voilà, ça c'est un travail qu'il faut que je fasse et de comprendre que j'ai le droit de vendre mes trucs en fait. Et j'ai même le droit de les mettre en avant, j'ai le droit de faire des réductions, j'ai le droit de proposer aux gens s'ils veulent acheter mes trucs, si je pense qu'ils sont bons. C'est comme ça que je gagne ma vie, donc voilà, c'est tout. Je vais faire des prix qui sont corrects, je vais faire une qualité de formation qui sera plus que correcte, donc j'ai le droit de vendre. Ça, faut que je travaille sur ça. Pas cette semaine, mais voilà, j'aimerais bien me sentir plus à l'aise et je pense que ça viendra. Et puis, j'ai des possibilités d'avoir des formations sur ce genre de choses, et donc on avancera sur ce sujet. Voilà pour l'entreprise et donc les objectifs pour la semaine prochaine. Commencer à avoir et à proposer mes formations à des clients. Donc avoir des leads, ce qu'on appelle des personnes potentiellement intéressées. Ça y est, on va se dire, je dois envoyer ma formation à 50 personnes. Je vais le noter. Voilà. Objectif, contacter 50 clients potentiels, envoyer mon plan de formation que j'ai fait, et puis voilà, voir à quoi ça ressemble. J'aimerais aussi trouver des agences pour voir comment je peux m'associer. Parce qu'en gros, il y a des agences qui travaillent déjà avec des structures et ils sont associés à des formateurs en freelance. Et donc, ça peut m'aider pour trouver des clients. Bon, ils me prennent souvent un peu de sous et puis c'est parce que c'est eux qui font l'intermédiaire entre le formateur, moi et les clients que eux ils ont dans leur réseau. Mais voilà, j'ai pour objectif de au moins m'intéresser et de trouver, allez, j'aime bien les objectifs chiffrés, 5 agences de ce type et les contacter pour voir comment ça se passe et si une collaboration est possible, en tout cas avoir des informations. Donc les contacter, j'aurai pas les 5 rendez-vous cette semaine, mais je veux dire au moins avoir ces 5 là, et soit je suis allé sur leur site et je comprends très bien en quoi ils me sont utiles ou non, soit je leur ai envoyé un message si je vois qu'ils sont utiles. Donc agence 5. Ensuite, j'ai un objectif qui va être facile à faire, mais qui me permet de vous partager quelque chose. Je crois que je vais l'annoncer cette semaine justement. Je suis officiellement étudiant entrepreneur, qui est un statut spécifique français, et qui me permet d'avoir accès à une espèce d'association publique à la fac qui est Pépite. Et en fait, c'est un réseau d'étudiants entrepreneurs, et c'est eux justement qui font des formations, qui permettent d'avoir du mentorat, etc. Je suis aussi associé à un incubateur
qui s'appelle Creative Labs et qui me permet aussi d'avancer sur ces sujets avec des formations qui sont complémentaires et qui sont destinées à des profils qui ont un peu plus avancé sur leur projet. Donc typiquement moi, parce qu'il y a des premières ou deuxième années qui sont intéressés par l'entrepreneuriat, qui ont une petite idée et qui s'intéressent. Et moi, c'est vraiment là, c'est un business plan. Donc voilà, je suis associé à des associations, incubateurs, je ne sais pas exactement ce que c'est le statut, qui me permettent d'avancer sur ce sujet. Et j'ai eu un rendez-vous cette semaine avec l'une des personnes de Pépite, dont je tairai le nom parce que j'ai pas demandé, qui m'a exposé le fait qu'on pouvait avoir une certification RNCP quand on met en avant des compétences d'entrepreneuriat. Donc en fait, en étant entrepreneur avec eux, je pourrais avoir un titre RNCP, une certification, et pour ce faire, il faut que je remplisse un document où je mets en avant toutes les compétences que j'ai pas, pourquoi et à quel niveau. En fait, c'est débutant, intermédiaire, expert sur cette compétence, en cours d'acquisition acquis, et ensuite on doit mettre un commentaire pour montrer à quel point on a cette compétence. Et une fois qu'on a rempli tout ce référentiel, si on a une certaine note, on peut avoir la certification. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir une évolution. Donc moi, je veux le faire rapidement, et donc je me le note cette semaine. Noter mes compétences sur ce référentiel pour avoir un temps 1, et puis comme ça, en plus, je pourrais vous transmettre mon score, etc., et voir en quoi mes compétences entrepreneuriales pourraient avancer tout au long de l'année. Donc ça, c'est intéressant, c'est très pour moi, mais ça me permet de vous dire, pour ceux qui sont intéressés par l'entrepreneuriat, qui sont étudiants, qu'il y a partout en France ce réseau-là qui s'appelle Pépite et qui permet d'avoir notamment des réductions sur des services, par exemple quand on veut faire son site, quand on veut se former, etc. Et puis qui a un réseau où on peut échanger, on peut avoir un mentor, on peut avoir des formations, des ateliers. C'est vraiment pas mal, donc voilà, je vous le conseille si l'entrepreneuriat vous intéresse et que vous êtes étudiant. Enfin, dernier objectif au niveau de l'entreprise, pour trouver des clients, je voulais me mettre en recherche d'emploi sur des sites comme Pôle emploi, l'APEC, et pour potentiellement avoir des appels de CDD, CDI et pouvoir transformer l'essai et en fait dire bah non, je suis pas ouvert à un CDD ou un CDI dans le champ de la formation, par contre je suis en freelance et voilà, avoir des contacts. Je pense que ça peut être pas mal, surtout que ça va me prendre 2 heures et qu'après bah, mon profil est sur les sites et puis je reçois les appels. Mais je pense que ça peut être un moyen détourné quand on veut faire du freelance, de se mettre disponible sur le métier qu'on veut faire, mais sous un nom de contrat, et ensuite de dire ah je le fais en freelance, est-ce qui est possible. Je pense qu'il n'y a rien à perdre. Au pire, ça sert à rien. Au moyen pire ou au moyen mieux, bah, on a un réseau, donc on a une structure qui peut être intéressée par nos trucs et du coup on en a appris plus. On peut ensuite aller voir sur les clients de ces structures ou au moins on a un peu mieux compris sur le milieu. On va voir sur le site comment ils vendent les trucs, etc. Et au mieux, bah, on a un nouveau client ou une nouvelle agence du coup qui permet d'avoir des clients. Voilà pour l'objectif. Et ça nous fait 4 objectifs pour l'entreprise. Voilà, on va passer à la dernière rubrique qui est le développement personnel, en commençant directement par le premier objectif que je m'étais donné, arrêter YouTube. Alors c'est un succès, dans le sens où eh bien, je n'ai pas regardé YouTube de la semaine, sauf 2 vidéos pour apprendre et mieux comprendre les indices et les stats, mais je me l'étais permis, je n'ai pas regardé de YouTube divertissement. Et en fait, d'ailleurs, je me suis rendu compte que le YouTube sur lequel j'apprends quelque chose, bah, il y a eu 10 minutes, hein, donc ce n'est pas du tout une excuse à mon parfois 2 3 heures de YouTube par jour. Finalement, quand on enlève le divertissement, j'y vais peu. Donc c'était une excuse. C'est bien de le savoir. Alors, ce que j'ai appris de ce sevrage, c'est que c'est vraiment un sevrage et je vais le garder comme ça. Donc, c'est un arrêt qui n'est pas du tout définitif et qui m'a permis plusieurs choses. C'est premièrement de me rendre compte à quel point YouTube était devenu un réflexe et de me rendre compte à quel point YouTube bouffait mon énergie. Donc, en fait, je me réveille le matin, je mettais une vidéo YouTube. Le midi, dès que j'avais une pause vidéo YouTube, dès que je voulais faire une petite pause de travail, je mettais une petite vidéo. Et en fait, le problème, c'est que j'arrivais pas à m'arrêter.
Et donc, mon matin durait un peu plus longtemps, mes pauses des fois duraient un peu plus longtemps. Soit je finis la vidéo, soit je me redis, allez, encore une petite. Et en fait, c'était vraiment addictif. Parce que je remets une vidéo juste parce que bah voilà, j'aime bien j'aime bien YouTube et je remets des trucs pour que mon cerveau bouffe de la donnée, des trucs. Et donc ça m'a vraiment permis de me rendre compte et surtout de casser l'habitude en fait. Donc là, je me suis rendu compte à quel point j'utilisais le YouTube de mauvaise manière et que c'était pas vraiment divertissant parce que j'ai pas besoin de me divertir au réveil et puis ma pause de 5 minutes le matin, autant aller marcher, boire un café ou faire un peu de méditation ou que regarder une vidéo YouTube qui en fait me met des trucs dans la tête et me divertit. En fait, ce que j'ai compris, c'est que je crois que j'ai un problème avec le vide et j'ai un problème avec l'absence de sollicitation. Donc ça m'a montré ça parce que aussi YouTube, bah, j'ai arrêté YouTube, mais en fait du coup j'ai repris Netflix. Et puis il y a Twitch, et puis il y a Amazon Prime. Donc j'ai quand même beaucoup moins regardé de contenu divertissant. Donc il y avait quand même un problème avec YouTube. Mais ça a soulevé le fait qu'en fait j'ai un problème avec le besoin de sollicitation. Je ne sais pas ne rien faire en fait. Et du coup, même quand je fais la vaisselle, il faut un podcast. Quand je vais marcher, il faut un podcast. Pour manger, il faut une vidéo YouTube. Et ça n'arrive jamais que j'ai rien en fait. Et je m'en suis rendu compte parce que je me suis mis à méditer cette semaine. Donc c'était pas un objectif, mais petit bonus. Et je pense que c'est très intéressant de méditer limite à la place de mes pauses. Parce que ce que YouTube en fait me faisait, c'est que j'avais beaucoup de mal à quitter YouTube pour retourner au travail. En fait, ça me bouffait ma concentration. Et j'avais la flemme et c'est déjà arrivé que la pause dure 2 fois plus longtemps parce que vas-y et puis à la fin ah vas-y je prends mon après-midi ah vas-y je finis 1 heure plus tôt c'est bon et vraiment ça m'apporte de la flemme parce que euh, sortir de YouTube divertissant et travailler c'est compliqué et du coup j'ai mis en place désolé j'ai des discussions dans des discussions mais du coup je mets en place la méditation au moment des ruptures de moments. Donc en fait, le matin, je fais ma routine. Entre la fin de la routine et le travail, mon dernier truc, c'est que je suis à mon bureau et je médite 5 minutes. Et maintenant, ce que j'aimerais mettre en place, c'est que à la fin de ma pause midi, avant de retravailler, je médite. Ça me recalibre, ça me reconcentre. Et pourquoi je parle de la méditation? C'est parce que j'ai remarqué que même dans la méditation, j'écoute une voix qui me guide. Et j'aurais eu beaucoup de mal, je pense, à faire une méditation non guidée où je dois écouter ma respiration parce que j'ai toujours mon esprit qui part partout. Et d'où la problématique aussi avec la lecture. Du coup, cet arrêt de YouTube m'a fait comprendre à quel point le souci que j'avais et qui bouffe ma productivité, je pense, c'est le besoin de sollicitation constant. Et du coup, j'ai décidé de reprendre YouTube le soir. Donc, tant que j'ai pas concrètement fini mes objectifs de la journée, je regarde pas YouTube. Donc, on va dire c'est 18h. YouTube interdit avant 18h. Je pensais même après, mais bon, 18h, comme ça, je peux faire à manger en écoutant YouTube. Après, c'est mon temps off. Donc, YouTube interdit avant 18h. Et je vais mettre en place un nouvel objectif cette semaine qui est aucun contenu divertissant à midi. Pas de podcast, pas de musique, pas de vidéo. Je vais manger devant mon assiette dans le silence absolu toute la semaine. Je veux apprendre à faire ça parce que je pense que c'est le vrai fond du problème. Et je pense aussi que du coup, je vais à la limite réfléchir à ce que je vais faire dans la journée. Donc au moins, je quitte pas vraiment l'état de concentration que j'ai, même si je le mets pas, je mets pas ma concentration, juste pas ma concentration pour faire quelque chose. Donc ce sera quand même reposant. Mais ça me permettra de faire des pauses midi moins longues, qui me bouffent moins le cerveau, qui me donnent moins envie de en fait continuer 1 heure de plus, et puis ah c'est pas grave, je finirai plus tard ce soir. Et voilà, et potentiellement manger plus vite, même si c'est pas bien pour la digestion, etc. Mais je veux dire manger que le temps du midi soit plus rapide. Et du coup, plus, bah voilà, je fais à manger, je mange. Quand j'ai fini de manger, je vais faire un peu de marche.
Ensuite, je reviens, je médite, et là, je peux recommencer à travailler. Et j'aurais eu aucun contenu depuis le matin, et donc aucun, pour moi, aucun contenu YouTube super divertissant et super accrocheur qui pourrait me détourner mon attention. Ce qui fait que quand je finis à 18 h, je suis d'autant plus content de découvrir mes vidéos, et là, je me laisse un vrai temps off. Parce que j'ai aussi compris en fait avec l'arrêt de YouTube que bah, j'aime beaucoup de YouTube. C'est quelque chose qui me permet vraiment de me détendre, et donc j'ai pas envie de l'enlever. Mais voilà, je vais essayer de l'encadrer et de trouver des méthodes avec vous. Je sais pas à quel point ce que je vis est applicable à vous. Mais en tout cas, voilà mon parcours, et voilà ce que je vais essayer de faire, ce que je vais faire cette semaine. Pas de médias le midi. Il faut savoir que je me réveille quand même avec un podcast le matin, et que je marche sous podcast, et je compte le garder. Mais YouTube, uniquement 18 h. Ensuite, donc j'aimerais aussi méditer. Donc ça, je sais que je vais le faire parce que c'est vraiment facile à mettre dans la routine. En fait, ce qui est bien, c'est que vu que j'ai une routine du matin maintenant, bah rajouter quelque chose, c'est beaucoup plus simple. Et là, en fait, j'ai tellement de retour positif de la méditation le matin pour se concentrer et être à fond à la fin de sa routine, que j'ai tout de suite envie de continuer de le faire. Donc méditation tous les matins avant la phase de travail. Ce sera fait, et je vous le conseille. Je pensais ne pas être capable de le faire, notamment par peur que mon esprit aille dans tous les sens. Mais avec une appli, ça marche mieux. Avec une voix qu'on écoute et qu'on suit, bah, l'esprit va moins dans tous les sens. Et j'utilise l'application Meditopia, je crois, que j'ai payé parce que je pense qu'il faut que je commence à investir sur moi, et que je préfère boire. Ça coûte quoi? Une bière par mois. Je compte en bière souvent parce que les bières sont loin d'être obligatoires, et plutôt que d'enlever des choses qui me font du bien, je préfère enlever des bières. Donc là, ça me coûte une bière par mois, ce qui veut dire pas grand chose. Donc j'ai payé l'application, et je compte continuer parce que ça me fait vraiment beaucoup de bien. L'alcool, j'avais prévu de diminuer, mais en fait sur le mois, et puis ce serait bien que ce soit sur la vie. Bah, très bien. Bon, la semaine, dans tous les cas, m'a pas laissé l'opportunité de me prendre 4 cuites, mais voilà, tout va bien. Pas de cuites cette semaine. Tout roule. Le sport, j'avais un objectif sportif, 3 séances par semaine. Je les ai faites. Ça a été compliqué, mais je les ai faites. J'ai tout fait vendredi, samedi, dimanche, parce que m'est venu quelque chose d'important à partager. C'est la gestion des imprévus dans l'organisation. Du coup, je suis content parce que 3 séances par semaine, ça permet largement de gérer les imprévus, parce que bah voilà, j'ai une semaine chargée, et bah tant pis, mes séances, ce sera vendredi, samedi, dimanche, là où normalement c'était un peu mieux calibré. Lundi, mercredi et samedi, normalement. Là, j'ai tout fait en fin de semaine, ce qui fait que j'ai rempli mes objectifs, même si je vous cache pas qu'il y a une séance qui était vraiment pas intense, parce que j'étais vraiment très fatigué de ma semaine, notamment le déplacement, plus la grosse journée du lundi. En fait, ça m'a fatigué toute la semaine. Mais voilà, les 3 séances ont été faites. Chose à retenir, faire avec les difficultés temporelles, et essayer d'envisager le sport comme quelque chose d'incompressible, et donc pas se dire j'ai du travail donc j'enlève le sport, mais dire bah j'ai le sport donc j'arrête le travail. C'est comme si j'avais un rendez-vous pro. Euh, voilà, il faut que je me force à faire ça. En fait, c'est surtout pour la séance du lundi, où je fais de la boxe avec Clément, salut à toi, qui m'a autorisé à dire son prénom, donc tout va bien. C'est moi qui ai annulé la séance lundi parce que je voulais absolument avancer sur mon podcast. Et en fait, je n'ai pas fini le lundi. J'ai été en retard. J'ai fait une journée de, je sais pas, 12 heures. Ça m'a fatigué toute la semaine, et du coup, mauvais choix. Très mauvais choix. J'aurais dû finir plus tôt, avoir du retard, mais tant pis, faire ma séance de sport. J'aurais eu plus d'énergie toute la semaine pour rattraper mon retard, etc. Donc voilà, voir le sport comme quelque chose d'incompressible, c'est une règle qu'il faut que je commence à comprendre. Et enfin, dernier objectif en développement personnel, c'était la lecture. Objectif validé. Donc, bon, c'était pas compliqué, j'ai lu un chapitre, mais sachez que pour qui je suis et mes habitudes, lire est compliqué. Je lis des articles scientifiques, mais me poser et lire un livre est compliqué, notamment pour la problématique de la pensée divergente qui s'arrête jamais.
que j'estime calmer avec la méditation et peut-être l'arrêt de YouTube et apprendre le silence, apprendre à n'avoir qu'une seule voix, qu'une seule sollicitation et à calmer son esprit. Mais donc, compliqué, surtout que la semaine était chargée, donc j'ai globalement fini quasiment objectif lecture ce matin dimanche. Et je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que le soir, je n'y arrive pas et j'ai l'impression qu'il peut-être que ça me demande plus de ressources cognitives que d'autres de lire, c'est pas grave, mais du coup, j'ai toujours essayé de lire le soir et du coup, forcément le soir, je pense à autre chose, je j'arrive pas à suivre et ça marche pas. Et ce matin, au réveil, j'ai pris mon petit café et j'ai lu du coup le chapitre. En réalité, c'était un et demi parce que j'avais déjà commencé le livre et du coup, pour être sûr de faire un vrai chapitre, je suis arrivé au chapitre 2 de Comment se faire des amis. Et en fait, le matin marche bien. Donc je note à moi-même, pourquoi pas lire le matin. Et vu que je veux pas faire une morning routine qui dure de 6h de 6h à 10h et commencer à travailler à 10h, et bah peut-être qu'un moment lecture le week-end peut être pas mal parce que voilà, ça me demande de la ressource. Arrêter de vouloir ressembler à celui qui lit avant de s'endormir parce que ça ne marche pas. J'ai essayé assez d'années, mais pourquoi pas, voilà, je suis peut-être juste un lecteur du matin. À voir. Et du coup, je vous recommande. J'ai l'impression que tout le monde sait lire, tout le monde arrive à lire et que je suis vraiment minoritaire. Mais si du coup vous avez du mal à lire, et bah prenez peut-être en compte les ressources cognitives que vous avez et essayez un moment où vous êtes bien reposé et donc potentiellement le week-end, le matin. En tout cas, c'est ce que je vais essayer de faire. Et bah du coup, je vais avoir l'objectif de doubler l'objectif lecture de la semaine dernière, qui est deux chapitres de Comment se faire des amis. Petit retour sur les deux premiers chapitres de Comment se faire des amis. Euh, Intéressant. Je crois que j'aime pas trop comment le livre est écrit parce que en fait c'est une grande idée sur comment se faire des amis et ensuite plein d'exemples à la suite. Ah oui, Lincoln il faisait ça, le général truc. En plus c'est très américain donc c'est beaucoup de références américaines. Le général truc quand il voulait faire quand il voulait faire telle bataille, il appliquait cette règle. Regardez comment elle est bien. J'espère que ça va pas être comme ça tout le long parce que c'est un peu lassant, même si du coup c'est assez intéressant. Et du coup, les deux premières règles, c'est ne pas secouer. La première, c'est ne pas secouer la ruche quand on veut du miel. Donc en gros, ne pas se plaindre, ne pas critiquer, etc. Et d'abord, déjà d'abord penser à se critiquer soi-même. Et en plus, aller plutôt sur la valorisation de l'autre plutôt que la dégradation de l'autre. Donc au lieu de dire que quelque chose ne va pas, on dit les choses quand elles vont. Et la deuxième règle, c'est de faire des louanges, de flatter, mais pas de flatter sans aucun sens, mais en fait de ne pas avoir peur de remercier et de faire des éloges à quelqu'un quand c'est pensé. Et voilà, je trouve ça bien. Je pense que c'est deux règles à appliquer. C'est deux règles que j'applique déjà assez bien. En fait, quand je dis assez bien, c'est que je critique pas vraiment si on me demande pas, mais peut-être que justement, je ne dis pas assez de choses positives quand on me le demande pas. En tout cas, aux gens qui me sont moins proches. Et donc, je devrais peut-être essayer des gens qui me sont même moins proches, de savoir avoir de la gratitude et de féliciter et de dire on le fait avec moi. Et justement, ça me gêne. Je me dis, mais on se connaît pas trop et il est en train de me flatter. Mais ouais, je pense que ça peut être pas mal parce que je pense souvent des choses bien des personnes. Et je pense que c'est toujours positif. En tout cas, c'est ce que le livre met en avant. C'est toujours positif de transmettre voilà, quelque chose qu'on pense de la personne qui est positif, qui est élogieux et qui permettra de passer une bonne journée et de continuer sur cet élan. Voilà pour les deux chapitres de Comment se faire des amis. Et nous venons à la fin de ce deuxième épisode du podcast Bip Bip. Un peu plus long que ce que j'aimerais. Mes excuses si vous trouvez ça trop long. Je trouve aussi. J'avais plutôt imaginé du 30 minutes, 1 heure. Là, on est plutôt sur du 1h30 par rapport à mon enregistrement. Peut-être un peu moins quand j'aurai coupé des moments, mais je fais en sorte de couper le moins possible. Donc ce sera des moments d'hésitation globalement. Ma note générale de cette semaine est de, eh bien, 9 sur 10. En vrai, c'est un 10 sur 10.
Mais on va dire qu'il y a des choses comme ce que j'ai voulu faire pour ma thèse. Voilà, j'ai dit que je voulais un nouveau journal et soumettre. J'ai le nouveau journal, mais on va dire que j'ai mes raisons pour lesquelles j'ai pas totalement validé. Et j'ai envie quand même de m'interdire un 10 sur 10 parce que j'ai été fatigué. Le sport, je l'ai fait, mais je l'ai géré au dernier moment. Je trouve que j'ai fait des erreurs. Donc, on va dire 10 objectifs sur 10 ont été réalisés cette semaine. Et je me mets un point de malus parce que mauvaise gestion de l'énergie, fatigue et amélioration possible. Donc voilà, 9 sur 10. Partagez-moi votre note de la semaine. En vrai, je viens de le dire à moitié pour rire, mais c'est vrai que ce serait intéressant qu'on se partage et qu'on aille tous vers une réalisation de nos objectifs de manière hebdomadaire. Mais voilà, je vous remercie en tout cas. Si vous avez envie de me communiquer votre note, n'hésitez pas sur mon compte LinkedIn ou sur les commentaires sur les plateformes qui permettent de le faire et qui vont être mis en place cette semaine. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. N'hésitez surtout pas à mettre 5 étoiles au podcast et n'écoutez pas encore la pub, il n'y en aura pas pour l'instant. Mais voilà, merci à ceux qui avaient l'intention de le faire et merci pour votre écoute. À bientôt pour le prochain épisode de Bip Bip.